Allez, on commence tout de suite par une petite question, histoire de bousculer un peu les idées reçues. Et si Internet, cet espace qu'on a toujours imaginé comme le summum de la liberté, eh bien, et s'il ne l'avait en fait jamais vraiment été? C'est vraiment la question de fond, ici. On a tous en tête cette image d'Épinal, n'est-ce pas? Un espace sans frontières, ouvert, où n'importe qui pouvait s'exprimer, créer, se connecter, bref, un territoire où chaque voix semblait avoir le même poids. Oui, mais si c'était si libre que ça, comment on explique ces règles invisibles qui, au fond, ont toujours été là? Pourquoi certaines idées, certaines voix ont toujours voyagé plus loin et surtout plus vite que d'autres? C'est cette évolution qu'on va décortiquer ensemble. Petit à petit, ce sentiment de liberté s'est transformé en une drôle d'impression, un mélange de surveillance et de dépendance. La grande place publique est devenue une sorte d'immense centre commercial numérique, vous savez, avec ses allées bien balisées et ses vitrines personnalisées juste pour nous. Alors, revenons un peu en arrière, sur ce fameux mythe. C'est vrai qu'à ses débuts, Internet avait un petit air de Far West. Des sites tout simples, des forums qui bouillonnaient, les premiers blogs. Il y avait une effervescence créative assez incroyable. Et voilà le point absolument crucial. Ce sentiment de liberté ne venait pas d'une absence de contrôle, pas du tout, il venait de l'absence d'intérêt économique à grande échelle. L'espace n'était pas sans règles, il était simplement pas encore assez rentable pour les grands acteurs. C'est vraiment ça l'idée clé à retenir. Et puis, un jour, tout a basculé. Le jour où les entreprises ont compris que l'attention, c'était la nouvelle monnaie. À partir de là, la logique a complètement changé. Parce que, bien sûr, celui qui contrôle l'attention contrôle le pouvoir. C'est là que les plateformes sont arrivées avec cette promesse magique, c'est gratuit. Sauf que la vraie transaction, comme on le voit bien ici, elle est ailleurs. Le coût apparent, c'est zéro. Mais le coût réel, c'est notre temps, nos données et même notre comportement. Et c'est exactement à ce moment-là qu'Internet a changé de nature. Ce n'était plus une grande place publique, mais une mosaïque d'espaces privés. Des jardins fermés, chacun avec ses propres règles, des règles qui sont bien sûr fixées par les propriétaires de la plateforme. Voyons maintenant comment ce contrôle s'organise aujourd'hui. Avant, on choisissait ce qu'on voulait voir. Aujourd'hui, un système choisit pour nous. Et ils appellent ça une recommandation personnalisée. L'algorithme, c'est en quelque sorte le nouveau portier d'Internet. C'est lui qui décide qui peut entrer, qui est mis sur le devant de la scène et qui reste dans l'ombre. Et sa logique, elle n'a rien à voir avec la qualité ou la vérité. Non, sa logique, c'est l'engagement. Ce qui fait réagir, ce qui choque, ce qui nous fait rester connectés une minute de plus. Ce graphique l'illustre parfaitement. Le système ne met pas en avant le meilleur contenu, il met en avant le contenu le plus efficace pour nous garder captifs. On entend souvent parler de liberté d'expression. Mais aujourd'hui, cette liberté est compliquée. La censure n'est plus frontale, elle est devenue algorithmique. Une portée qui diminue sans explication, une invisibilité programmée. On a le droit de parler, bien sûr, mais souvent, personne n'entend. Et ça nous amène directement à une autre grande illusion, celle du choix. On a tous l'impression d'avoir choisi notre réseau social, notre moteur de recherche, nos applications. Mais si on y réfléchit bien, a-t-on vraiment choisi? Ou a-t-on simplement pris ce qu'il restait? Les géants du numérique se sont imposés parce qu'ils étaient incroyablement efficaces, au point de devenir des standards. Et un standard, par définition, ça laisse peu de place au choix. Bien sûr, techniquement, on est libre de partir, mais le prix à payer est juste énorme. C'est perdre ses contacts, tout son historique, son audience, bref, une partie de sa mémoire numérique. C'est un coût bien trop élevé pour la plupart d'entre nous. Cette phrase, elle résume tout. Le système ne nous enferme pas avec des barreaux. Il nous retient avec du confort. Tout est fait pour que ce soit simple, rapide, personnalisé. Et plus c'est confortable, moins on a envie de remettre le système en question. Ce n'est pas une prison, non. C'est un confort stratégique. Et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Ce confort, il est en train de devenir encore plus puissant avec la prochaine grande étape, l'intelligence artificielle. Le contrôle, qui était basé sur des règles assez simples, devient maintenant adaptatif, prédictif. L'IA apprend en permanence de nos comportements, elle anticipe nos besoins, nos décisions. Du coup, Internet n'est plus seulement réactif, il attend nos recherches, il devient prédictif. Il nous pousse le contenu avant même qu'on le cherche. Et quand ça arrive, le sentiment de liberté devient encore plus flou. Tout est si pratique, si fluide, qu'il n'y a plus aucune raison de s'interroger sur les rouages de la machine. On ne se pose plus de questions. Alors, où est-ce qu'on veut en venir avec tout ça? L'idée, ce n'est pas de tomber dans le pessimisme ou de diaboliser la technologie, pas du tout. C'est simplement de prendre conscience. Conscience que la liberté n'a jamais été quelque chose d'absolu. Elle a toujours été conditionnée. Et justement, comprendre ces conditions,
c'est la toute première étape pour utiliser la technologie de manière intelligente et non plus de manière automatique. Parce qu'au fond, comprendre l'avenir de la technologie, ce n'est pas en avoir peur, c'est juste refuser de fermer les yeux. La vraie question, c'est donc, est-ce que nos yeux vont rester ouverts ?